Évidemment, Philippe Collignon était là pour fêter cet anniversaire. Bon, alors, chaque année, depuis 30 ans, il y a une plante particulière ou ce sont différentes plantes qui sont mises à l'honneur? Chaque année, ce sont des producteurs venus presque du monde entier qui viennent présenter leurs plus beaux bébés, leurs plus belles créations. Alors, il y a des plantes célèbres, mais il y a aussi vraiment des hybrides ou des nouvelles créations que l'on peut découvrir. Même cette année, on a une nouvelle rose, on a une nouvelle façon de jardiner, et puis on a des arbres nuages. Vous allez voir ce que c'est. Donc, chaque année, Courson fête ces plantes, et cette année, depuis 2 ans, c'est à Chantilly. Chantilly, c'est dans les Hauts-de-France. C'est un très joli château, entouré de presque 8000 hectares de forêt. Et 2 fois par an, on a la chance de voir cette fête des plantes incontournable qui reprend à peu près 100-150 exposants et qui nous offre leurs plus beaux joujoux. Regardez. Les journées de Courson à Chantilly. Une exposition remarquée et remarquable avec des producteurs venus du monde entier nous présenter leurs plus beaux bijoux. On est accueillis par le maître des lieux. Les jardins ont toujours fait partie de l'histoire de Chantilly. À la longue, j'aurais voulu rajouter peut-être de la musique. Je pense que la musique va bien avec la végétation. La star de cette journée, c'est une nouvelle rose qui prend la pose et la prose. Elle s'appelle Domaine de Chantilly. La rose, elle a des caractéristiques qui sont, je trouve, exceptionnelles. La couleur, elle va du rose jusqu'au coucher du soleil. Le parfum, la forme, qui est la forme d'une rose ancienne, que j'aime bien. Et puis, elle est extrêmement robuste. C'est un arbre plutôt stylé, tendance, une véritable œuvre d'art végétal. L'arbre nuage pour plus de soleil au jardin. En général, il te faut au moins 10 ans pour travailler un arbre taillé en nuage. On commence sur un arbre qui a à peu près une vingtaine d'années, qui est en forme naturelle. C'est un travail en commun, c'est que je propose et l'art dispose. C'est-à-dire qu'il m'offre des formes intéressantes, je les suis ou pas, et lui me propose d'autres choses. L'entretien, c'est 1 à 2 fois par an. C'est cisaille dessus en suivant le mouvement que j'ai donné. Et tout ce qui retombe vers le bas, on le coupe à la branche. Vous n'avez pas d'idée pour créer de petits jardins? En voici justement. 1 mètre carré suffit à se faire plaisir. Alors l'idée là, c'est de présenter aux visiteurs des recettes végétales. Un peu comme un grand chef en cuisine. Ici, vous avez différents ingrédients associés, les plantes à fleurs, les plantes à feuillage, avec différents volumes, avec différents coloris et parfois même différents parfums. Au cœur de toutes ces recettes végétales, vous avez le rosier. La rose sentimentale, très parfumée, avec des pétales, nous avons l'impression qu'ils ont été peints à la main. Donc ça apporte un côté très graphique, très créatif. Nous avons choisi des végétaux qui vont prendre un peu plus d'étoffe. Ici, l'érable Orange Dream au centre, qui a un feuillage très très clair et qui va nous permettre de travailler tout autour une déclinaison de couleurs, de feuillages, de fleurs. Des recettes efficaces avec des ingrédients rustiques, hors pair et faciles à travailler comme le Cornus cousa. On a l'impression que des papillons se sont posés sur le feuillage. Ou l'arbre à perruque pour un jardin royal. Ou la stilbe qui ne manque pas de caractère. Et pour le côté design, n'oubliez pas la sauge et la prêle. Voilà. Philippe, est-ce qu'on peut revenir sur les arbres nuages? Ça, c'est quand même assez intéressant. Je peux, moi, si j'ai un arbre, lui donner la forme, là, Voilà. si j'aurais le talent. Souvent, on a des conifères, des junipérus, par exemple, qui ont pris vraiment du volume avec l'âge, et puis on se dit, on va les couper, on va les raser. Mais pas du tout. On peut soit le faire soi-même, ou passer par un professionnel qui va carrément vous retransfigurer l'arbre, c'est-à-dire que un petit peu comme un sculpteur qui voit une pierre, il ne voit pas la pierre, il voit déjà l'œuvre d'art qui est à l'intérieur de la pierre. Ouais. Eh bien, ces gens-là voient déjà un peu les potentiels de l'arbre dans l'arbre nuage. Donc l'arbre nuage, il y en a eu pas mal à Paris qui ont été taillés de cette façon. Donc c'est-à-dire on va commencer gentiment à débroussailler l'intérieur de l'arbre et puis petit à petit on lui donne un caractère et on conserve l'extrémité de la branche qui forment un petit nuage, c'est pour ça qu'on les appelle les arbres nuages, et qui mettent en valeur les jardins zen ou japonais. Voilà, on fait appel à un spécialiste. Donc, prochaine édition des Incontournables? Mi-octobre pour Chantilly, pour la version évidemment automnale. Bien sûr, il y aura toujours autant de nouveautés. Merci beaucoup, Philippe. Près de la fontaine,
couvert de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentait la confiture, le désordre. Je vous rassure. Bon, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de toile d'araignée. Il n'y a pas de toile d'araignée. Le ménage a été fait, correctement fait. C'est vrai que c'est une version que je ne connaissais pas de cette chanson Alors, de Nino Ferrer. Alors, où est-ce que vous nous emmenez? Alors ce matin, je vous propose 2 maisons, tout en rond. C'est la rondeur, la douceur, l'élégance, voire l'insolite. C'est à peu près tout ce qu'on recherche quand on veut passer un petit week-end en matière d'hébergement ou une petite semaine, pourquoi pas. Alors j'ai 2 adresses vraiment, vous l'avez dit, très très originales pour ça ce matin. La première, on dirait un ovni posé sur les monts d'Ardèche. C'est à Vaisseau. Et le monsieur qui l'a fait bâtir, son architecture est très insolite. Le monsieur qui l'a fait bâtir, il était parti dans les années 70 faire un petit stage zen au Japon. Donc il en a rapporté tout un concept et qu'on retrouve dans la maison. Vous allez comprendre pourquoi. La deuxième adresse, elle est à Tourgeville, c'est à 2 pas de Deauville, en Normandie. Et là, c'est Claude Lelouch, figurez-vous, qui a fait construire un manoir rond dans ces domaines du 7e art. Et il l'a fait bâtir un petit peu à la manière dont il filme les gens, tournant autour d'eux. Sa caméra tourne autour d'eux. Mais sa maison, c'est exactement la même chose. Et il l'a fait bâtir comme un décor de film, sauf que quand le film ou ces films sont terminés, il peut la proposer à des autres qui vont y aller pour réfléchir, composer, écrire et pourquoi pas se relaxer. On y va ? Un ovni au cœur du parc régional des Monts d'Ardèche. Cette histoire a commencé en 68. En fait, mes parents sont partis au Japon s'initier aux disciplines orientales dans un temple zen pendant 2 ans. Et après cette expérience, ils ont décidé de quitter Paris et ils sont venus s'installer en Ardèche. Donc ils avaient envie de nature, tout simplement. À quelques mètres du sol, la maison est arc-boutée sur un pivot central qui distribue toutes les pièces à vivre et les chambres. Mon père a dessiné le premier croquis. Il a voulu une ouverture maximale sur la nature, d'où ces grandes baies vitrées. Et au début du projet, il était question que la maison tourne sur elle-même. Et en fait, c'est le soleil qui tourne autour de la maison. D'où cette chambre où le soleil se lève. Donc à l'est, on poursuit le soleil dans la pièce à vivre et on va se coucher sous la voûte céleste. En communion totale avec la nature. Et pour gardien du temple, un samouraï, pas si farouche qu'il en a l'air. À 2 pas de Deauville, Claude Lelouch aurait-il opéré une reconversion au cœur du bocage normand ? J'ai toujours été fasciné par l'architecture. J'ai toujours aimé faire des films, des maisons, parce que c'est des décors. Il n'y a pas de films sans de beaux décors. Et il y a des décors, des fois, qui n'existent pas. Il faut complètement construire, faire. Et comme ces décors coûtent cher, j'essaye de les faire en vrai, en dur. Quand vous construisez un décor au cinéma, il faut le construire en studio et après il faut le détruire et payer encore plus cher pour le détruire. J'adore ces maisons qui résistent au temps qui passe. Et donc ce décor fera partie de ce prochain film que je rêve de faire depuis très très longtemps, qui va couvrir de 1937 à aujourd'hui. On a fait un vrai manoir normand, mais rond. Ça permet à la lumière de rentrer toute la journée. Il y a un cours d'eau qui tourne autour, dans lequel on peut se baigner. Les matériaux, c'est pas du carton-pâte. Ça a été fait par tous les artisans de la région, avec les couleurs naturelles de la pierre, de la tuile et du bois. On reste dans une harmonie qui n'est pas agressive. C'est presque du noir et blanc. Vous voyez ce que je veux dire ? Divas et divines, ils sont hébergés à vie. Cet endroit qui est aussi un lieu d'écriture formidable. Alors évidemment, après cette maison, je vais la prêter à plein de gens qui voudraient aussi avoir un lieu de création, de récréation, de réflexion. C'est un peu une sorte de Villa Médicis en Normandie et avec son pont des Soupirs.
mal ça. Puis en plus, on respecte vraiment la tradition du Exactement. bocage normand. Et le petit pont des Soupirs, c'est parce que ça enjambe cette fantastique piscine qui est intérieure, à ciel ouvert et chauffée toute l'année. Les deux maisons sont extrêmement zen. D'ailleurs, pour la première, il y a un centre, si vous voulez apprendre la zénitude, à côté. Et voilà, et c'est vraiment des maisons hyper relaxantes qui inspirent dans tous les arts du possible, Donc, juste les créateurs. un ou deux arbres à nuages dans la première. Oui, c'est vrai. C'est ça. Hein, On va y remédier. respecter J'ai le vu qu'il y avait côté, des grands arbres, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose à côté. Tu vas aller les tailler, toi? le côté japonisant Tailler les arbres. de ces maisons. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Merci beaucoup. Le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur un boulevard. Alors pourquoi est-ce que je dis on ne dirait pas comme ça à première vue? Parce que le jeune homme que vous allez nous présenter, Oui. vraiment, on dirait qu'il Premier de la classe, il sort de d'ailleurs. terminale et Oui. il a eu bac avec mention très bien. Pas loin, je crois. Il a fait 5 ans d'études après le bac On plus dirait, 5. quand on le voit. Ouais, on parle d'Haroun, il a fait une école de commerce, très intelligente, tête bien faite, tête bien pleine, et mon Dieu que c'est drôle. Alors, j'en avais entendu parler, en fait, ça fait que 2 ans qu'il est, entre guillemets, professionnel. Avant, il faisait un peu d'improvisation comme ça, mais il en vit depuis simplement 2 ans. Quelle carrière exponentielle. Il a commencé dans un petit théâtre à Paris, le Beau-Saint-Martin, on va rendre hommage au Beau-Saint-Martin, et maintenant il est au République. Donc la salle est plus grande. Tout l'été, prolongation, donc si vous venez à Paris cet été, vous pourrez aller vous marier avec Haroun. Pendant 1h30, Thierry, pardon. Pardon, Thierry. Il y a pas de souci, Bien sûr, tous azimuts. Ça va flinguer tous azimuts. Il ne bouge pas, il y a un pied de micro, il ne bouge pas. Alors, ça ne vous a pas échappé, nous sommes en période électorale. Demain, 2e tour des législatives, donc on ne parlera pas de politique. Mais je peux vous assurer que si vous allez le voir sur scène, ça y va, ça flingue dans tous les sens, tous les partis en prennent pour leur grade. Mais alors, hormis politique, ça y va aussi, vous allez rigoler. Regardez, c'est parti, regardez Haroun. C'est marrant l'engagement sur un réseau social. Pour moi, quand tu cries ton désarroi sur Facebook, ça a la même utilité que de klaxonner dans un bouchon. Voilà, tu fais chier tout le monde et ça fait rien avancer du tout. Bonjour Haroun. Bonjour. Dans le spectacle, à un moment donné, vous dites « Bon, je sais, j'ai pas une tête d'humoriste. Ouais. » Mais alors du coup, l'humour, vous êtes tombé dedans à quel âge? Je crois que j'en ai même pas souvenir, mais j'ai dû vraiment tomber tôt. Ouais. Et j'ai été très vite attiré un peu par ce que je voyais à la télé, par Coluche et par le poids qu'il avait par rapport à ce qu'il disait et à quel point il faisait rire avec des choses qui étaient parfois horribles. On m'a dit qu'on était trop nombreux sur Terre et que ça allait être dur de nourrir tout le monde. J'ai bien une idée, mais je sais pas si ça va vous plaire. En fait, il y a des pays où ils sont trop nombreux, des pays où ils ont faim. C'est quand même écolo comme solution. On pourrait donner à manger des Asiatiques aux Africains. C'est juste que parfois au Tchad, on entendrait « on mange encore chinois ». Alors, ce qui est fort sur scène, c'est que vous avez une scénographie minimaliste et pendant 1h30, ça balance, ça balance, ça balance. C'est votre personnalité ou c'est votre producteur qui vous a dit vraiment enlève tout ce qui peut être artifice pour mettre le texte en valeur? Je crois qu'en fait, quand on fait du stand-up, c'est la personnalité exacerbée. C'est plutôt un désir de simplicité et le goût de la simplicité qui a fait que petit à petit, avec le metteur en scène, on est arrivé vers quelque chose de très statique. Moi, je suis complètement parano maintenant. Ah bah, je vois des terroristes partout. Hein. J'étais devant le consulat algérien, tu vois, une longue file d'attente avec que des mecs barbus, tu vois. Bah, je suis allé les voir, j'ai dit, les gars, vous êtes radicalisés en Algérie ou quoi? Le gars me dit, non, à la base, on était bien rasés, ça fait 7 mois qu'on attend. Comment vous définiriez votre univers humoristique? Je dirais que c'est du sarcasme gentil. Ouais. On peut se demander à quoi ressemblera notre fantôme. Tiens, le fantôme d'une femme en burqa. Est-ce qu'il met un 2e drap sur lui? Ah, tu vois, hein? En fait, dès que je vais penser attention à ce sujet-là, eh ben, je vais vouloir m'y engouffrer parce que je vais vouloir me lancer le défi d'en parler sans forcément heurter. C'est-à-dire qu'en gros, si je parle du handicap, il faut que je puisse faire rire une personne qui est handicapée dans la salle. C'est ça le critère. C'est la seule limite que je me mets. J'étais avec un aveugle la dernière fois qui lisait un livre en braille, tu vois. Il a essayé de me faire lire, c'est vrai que c'est compliqué quand t'es pas habitué. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il est possible d'écrire « ne pas toucher » en braille? Ou alors t'es obligé d'ajouter trop tard, tu vois. Vous êtes d'accord que vous y allez fort quand même? Vous tapez quand même assez fort, religion, politique, Bah enfin, oui. ça y va quoi. Parce que je pense que mettre une émotion sur quelque chose de dur, ça permet de se poser des questions et de mieux l'accepter aussi. C'est-à-dire que si on rigole de nos travers et de choses graves, eh ben ça permet de mieux accepter ce qui est grave et de s'en consoler un peu. Il y a des blancs dans la salle? Les blancs répondent jamais à ça.
Non, un blanc n'est pas fier d'être blanc. Quand tu demandes à un blanc, t'es fier d'être blanc, il faut ah, c'est un peu chaud quand même. Non, génocide, esclavage. Tu préfères être noir? Quand même pas. Non, pas fier, mais pas con non plus, hein. Merci en tout cas et bravo. Merci beaucoup, merci. Et quand tu demandes à un noir, il fait bien sûr, je préfère être noir. Black Power, mon pote, on lâche pas le combat. Ok, mais tu voudrais être blanc? Écoute, oui. Et tu ferais quoi si t'étais blanc? Bah, je mettrais ma photo sur mon CV, mon pote. Puis après, je vais dans un commissariat, je porte plainte. Comme ça, pour voir ce que ça fait. De discuter avec la police. Sans qu'ils tirent. J'ai l'impression que c'est quand même très maîtrisé. C'est très très maîtrisé, c'est au cordeau, c'est un très grand professionnel. S'il fait pas d'erreur, je pense qu'il va aller très très loin. Alors vous savez qu'on dit souvent c'est le nouveau Coluche, c'est le nouveau. Je pense que c'est le fils spirituel de Desproges, franchement. Ah ouais, je trouve qu'il se permet d'aller tellement loin. Il y a des choses qu'on peut pas vous montrer en extrait parce que sorti du contexte, ça pourrait un peu heurter. Mais parce qu'en fait, il a la tête qui lui permet de tout dire parce qu'on lui pardonne tellement il est sympathique. Donc Haroun, retenez son nom. Donc tout l'été prolongation au République, hein, c'est un théâtre, place de la République à Paris. Jusqu'au 2 septembre. Jusqu'au 2 septembre, absolument. Jusqu'au 2 septembre 2017, Haroun. Merci beaucoup, Damien. Cela dit, Julie, d'abord bonjour. Bonjour. Boxer avec Julie, c'est bien, mais boxer avec un champion olympique, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Mathieu Bauderlic, vous vous souvenez, les médaillés de bronze olympique à Rio, ils nous ont fait vibrer avec cette équipe de France juste extraordinaire. Donc il a 27 ans, il vient du Pas-de-Calais, il est dans la catégorie poids mi-lourd. Et donc voilà, il a gagné cette médaille et on le remercie parce que quand même, ils nous ont fait bien vibrer. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de me montrer ses trucs d'entraînement pour gagner en endurance du haut du corps. Et donc vous allez voir qu'on a fait une petite séance assez musclée. J'ai eu des courbatures, mais très intéressante. C'est très facile, il faut juste être un petit peu entraîné, mais ça va venir avec le temps. Regardez. Bonjour Mathieu, comment ça va? Très bien, merci. Je suis ravie de vous avoir sur ma chronique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler l'endurance musculaire du haut du corps. D'accord, donc là ça va être bras, pecs, un peu les abdos et les épaules. Hein. Exactement. Alors, vous m'avez déjà bien harnaché, j'ai des gants professionnels parce que ce sont des lacets. C'est bien ça. Normalement, les scratchs, c'est pour les loisirs. Pour les amateurs. Donc là, je suis dans la peau du champion et qu'est-ce que je vais faire? On commence par une pompe. Ok. Vous remontez, enchaînement 3 coups en explosivité, en vitesse. Redescendez, 2 pompes, ainsi de suite jusque 3 et redescend progressivement. Prête? Ouais, je suis prête. Allons-y, c'est parti. Explosif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 pompes. Mais de la vitesse. Hein. 3. Allez, on redescend. 3. Allez, 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 allez. 2. Mettez de la vitesse hein, dans les coups. 1, 2, ça se finit. Time. Vous en faites combien? 10. Vous montez jusqu'à 10 et on redescend. Et vous redescendez. On fait ça entre 2 et 3 fois. D'accord. Nous, je crois qu'on va le faire que 2 fois, avec pas mal de temps de pause. Ça travaille énormément au niveau des bras, les triceps, pectoraux, les abdominaux aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de gants. On peut le faire comme ça, simplement, vous le faites simple shadow. Chez vous, voilà. Juste en shadow boxing, oui, c'est ça sans impact. Alors nous, quand on n'est pas hyper fort, on a une solution pour arriver à faire des pompes plus facilement. Vous avez 2 options. Alors vous allez vous mettre, soit ceux qui ont l'habitude et qui aiment faire leurs pompes sur les pieds, vous allez écarter vos jambes, qui va vous permettre d'avoir une bonne stabilité. Et puis ensuite, ceux qui débutent, vous pouvez poser les genoux. Ça va permettre de mieux répartir le poids du corps et surtout d'alléger au niveau des bras. En tous les cas, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Pour ces exercices très efficaces. Alors on peut faire la même chose sans les gants, ça s'appelle du shadow boxing. Du shadow boxing. C'est aussi bien. Je peux vous assurer que je pense que
Vous allez avoir les bras aussi musclés et puissants que Mathieu. Je fais quoi? Je recommence la deuxième série? Allons-y. Bon, bah on est parti. C'est impressionnant. Attendez, parce que là, on a suivi avec Frédéric, on est essoufflé. Rien. Non, mais il m'a tué. Mais il est tout le temps hyper calme. Alors, très important pour... non, mais j'ai galéré. Vraiment, j'ai eu des courbatures. Et lui, il est toujours très zen. Il a un rendez-vous très important en décembre à Paris. Il prépare la ceinture européenne et on espère qu'il va la gagner. Et puis, juste avant, le 24 juin, il est à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Et pareil, il dispense un combat assez intéressant. Voilà, donc il faut le suivre. Mathieu Boderlich, merci beaucoup et bravo Julie, oui, félicitations. Une fois qu'on a vu Baywatch, on se calme et on réfléchit un peu. C'est ça, c'est ce que vous nous proposez. Je vais vous parler physique aussi, moi, vous allez voir. Alors, c'est le fameux samedi de réflexion, je n'ai pas le droit de vous parler de politique, mais je vais vous en parler quand même, d'une autre manière. Via la pilosité, regardez ces articles du site web du Télégramme de Brest, de l'Union de Reims ou de nos confrères de la radio France Bleu, l'irrésistible ascension de la barbe jusqu'à Matignon. Comment la mode de la barbe est-elle parvenue jusqu'à Matignon, puisque notre nouveau Premier ministre est un barbu, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon siècle, depuis Jules Ferry ou Poincaré, Albert Sarraut dans l'entre-deux-guerres, si on compte les barbichettes. Merci d'être velu, dit le président Macron à Édouard Philippe dans ce dessin du Télégramme. Alors, c'est pas innocent parce que les modes finissent toujours par arriver jusqu'aux classes dirigeantes, même quand c'est pas elles qui les ont lancées au départ. Par exemple, les cheveux longs des hippies ont fini par être portés par des ministres de droite comme Frédéric Lefebvre ou Luc Ferry. Parce que ça fait moderne d'adapter une mode de jeunes. La barbe fait jeune puisqu'elle est portée par des jeunes à la mode depuis quelques années. Donc, les hommes politiques veulent faire jeune, donc ils prennent la barbe, vous voyez, en espérant que ça rajeunira leur image. C'est l'analyse. Vous n'avez pas besoin, vous êtes jeune. Tous ces articles sont basés sur un livre qui analyse l'histoire de la pilosité. Alors vraiment, depuis Samson et Dalila, la légende de ce guerrier qui perd sa force quand Dalila lui coupe les cheveux. Voilà. Les musulmans traditionnalistes aujourd'hui qui tiennent absolument à se laisser pousser la barbe, mais qui se rasent le corps. Il y a même des régimes politiques qui essaient de déformer la vérité. Regardez ce révolutionnaire iranien d'il y a 100 ans. Alors à droite, c'est son vrai portrait, et à gauche, c'est comment le régime iranien le représente, c'est-à-dire en imam. Alors qu'il était comme il est à droite, là. Vous voyez, donc vraiment manipulation de l'image avec la pilosité qui est censée être d'une certaine manière et pas d'une autre. En Amérique du Sud, figurez-vous que certaines femmes d'origine européenne ne se rasent pas, ne s'épilent pas, pour se différencier des indiennes qui sont très peu poilues. Vous voyez, donc il y a vraiment un truc avec les poils. Livre Les sens du poil aux éditions Créafis par Christian Bomberger. Autre sujet d'actualité, alors que les lycéens passent le bac, le cancre se rebiffe, nous dit le magazine 75. C'est un lycée, ce cancre en question, dans le 18e arrondissement de Paris, quartier très difficile, qui est passé pourtant en quelques années de 30% de réussite au bac à 80% de réussite. Alors comment ils ont fait? C'est le lycée Rabelais, coincé entre le périphérique et la porte de Clignancourt. C'était considéré comme une poubelle, je cite l'article. Mais ça a changé parce que les élèves arrivent en seconde avec 8-10 de moyenne. Les familles sont pauvres, beaucoup sont suivis par les services sociaux ou ne parlent pas français. Mais ensuite, on les pousse vers le bac. Vous voyez la photo, il y a une aide aux devoirs tous les jours dispensée par les profs après les cours. Il y a des activités de théâtre ou cinéma. Les élèves s'y inscrivent sans aucune contrainte. Certains ont gagné 6 points de moyenne générale entre le moment où ils arrivent et le moment où ils partent du lycée. Il n'y a que 14 élèves dans les classes. Article du magazine 75 pour en savoir un petit peu plus. Je termine en prenant un peu l'air. Il n'y a pas besoin d'aller loin quand on est en France pour trouver des endroits extraordinaires. Vous voyez ce dossier sur le Jura, dans notre temps, le village de Baume-les-Messieurs, considéré comme un des plus beaux villages de France. Ou bien tout à côté, vous allez voir une magnifique photo du village de Château-Chalon. On se croirait un peu en Corse, sauf que vous n'aurez pas la chaleur. Si vous craignez la chaleur qui commence à s'installer sur la France, filez dans le Jura ou le Doubs, c'est les départements les plus froids, vous savez, les plus frais en été. Quand on cuit dans les villes ou dans le sud, ça reste agréable là-bas. Vous dégusterez aussi le fameux vin jaune. Spécialité du Jura, nous rappelle notre temps. Et puis toujours dans les pays froids à visiter quand il fait chaud, je vous conseille le magnifique dossier de Simple Things sur la Finlande et les pays baltes. Vous voyez ces très belles photos dans les forêts de bouleaux et au bord des lacs, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie. 3 pays en plus très raisonnables au niveau des tarifs. Simple Things, avec un F à l'anglaise. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Et même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. De la Côte d'Azur à Saint-Malo. Ça avait bien marché, ça. Oui. Éric Chardin. Oui.
L'été sera chaud dans les t-shirts et les maillots. On va parler de la canicule. Alors, évidemment que c'est dur à supporter, et particulièrement quand on reste en ville, car tout le monde ne part pas en vacances. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est là que vous avez sorti et trouvé des pépites. Des petites pépites de Lina, effectivement, parce que vous saviez qu'à l'époque, on plongeait tranquillos dans la Seine. Eh oui, ben alors, ça remonte à quelques années. Ça remonte il y a quelques années, effectivement, c'était les années 40-50. La piscine Molitor a été blindée à craquer. Il n'y avait pas de Paris-Plage, il n'y avait pas tout ça. Non, mais donc du coup, là où il y avait de l'eau, les gens y allaient, se faisaient bronzer. Vous allez voir les images, c'est assez étonnant. Et c'est vrai que la France, elle a connu des étés caniculaires qui ont battu des records, des étés extrêmement importants. Et on peut remonter jusqu'à 1947. Ça a été un des étés les plus chauds. On avait atteint les 40 degrés à l'ombre à Paris, entre autres. Et autre année, 1976, là, ça a été l'année la plus terrible, en tout cas de la fin du XXe siècle. Et donc, vous allez voir toutes ces images. Les Français faisaient preuve, on va dire, d'imagination. Regardez. Enfin, la chaleur est revenue. Paris est redevenu Paris-Plage et Paris-Slip. Ouvrir le parapluie est notre émission par la même occasion, avec ces images qui vous montreront quelques moyens de se protéger contre la température caniculaire qui s'est abattue sur notre région. Pour avoir l'explication de ce phénomène, nous nous sommes rendus à la station météorologique de Mérignac et nous avons consulté le chef prévisionniste. Je vous précise, nous avons eu un maximum de température de 37,6 degrés lundi après-midi et ce maximum est inférieur aux températures que nous avons enregistrées depuis 42 ans. Paris à chaud, près de 36 degrés à l'ombre. Les quais de la Seine offrent une accablante image du genre humain. Parfois, cependant, le génie personnel permet de gagner un peu de fraîcheur, même en imagination. Les ours, eux, ont beau s'habiller de blanc pour l'été, ils supportent mal la chaleur et regrettent leur banquise. Ils ont droit à une douche. L'éléphant, lui, mieux équipé par la nature, ne demande rien à personne. Les humains, eux aussi, se baignent, du moins ils essaient. Sinon, phénomène curieux, ils s'entassent. Et est-ce qu'une nouvelle vague de chaleur risque de s'abattre prochainement sur notre pays? Non, du fait de cet anticyclone atlantique, il n'est pas à craindre une nouvelle vague de chaleur du même ordre de celle que nous avons vécue ces derniers jours. Vous savez que dans le métro, il fait toujours, été comme hiver, la même température, 18 degrés. Et ici, il fait encore meilleur. Je pensais que c'était le contraire, que cette longue soutane était plus chaude qu'un pantalon. Mais quand on a une soutane alpaga avec un short dessous, on est tout à fait à l'aise aussi. Les piscines refusent du monde. Aussi plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine. On enregistre une baisse sur la chaussure et une sérieuse hausse sur la bière. À Toulouse, apprend-on, on a manqué de boissons fraîches. Une chaleur a douché les statues. À titre d'information, nous avons des renseignements depuis 1880, non pas à Bordeaux, mais à l'Observatoire de Floirac. Il fait chaud, très chaud. Plus chaud qu'hier et peut-être moins que demain. Comme ils peuvent se ressembler par ce trop beau temps, les ours et leurs gardiens. Voyez-vous, il semble que la chaleur réduit les distances entre les deux vieux antagonistes, la bête et l'homme. Ils retrouvent les mêmes gestes, des mouvements pareils, des expressions communes. Il faut dire aux hommes, attention, méfiez-vous de l'été. Ces images, on les doit à Lina. C'est assez impressionnant. Hein. On avait le représentant de la météo qui était quand même assez... Oui, ils ont bien changé depuis les c'était clair, c'était net, c'était précis. Oui, c'est vrai. On les écoutait d'ailleurs. Bon, cette année, qu'est-ce qu'on fait si on a vraiment très très chaud? Alors, il y a deux choses. Je vais vous parler déjà de ce week-end. Il y a l'Open Swim Star. Vous allez pouvoir nager non pas dans la Seine, mais dans le bassin de la Villette. Donc c'est samedi et dimanche. Et puis évidemment, il y a Paris-Plage qui ouvre ses portes, on va dire, ses portes du 22 juillet au 13 août. Alors figurez-vous que cette année, Paris-Plage n'a pas de sable. Donc c'est planche de... Ouais, c'est gazon, planche de bois. C'est vrai, je vous jure. Et pavé. Bon, pourquoi pas? Bon, très bien. Voilà. Avec les quais qui seront réservés aux passants, tout ira bien. Oui, ça va être voilà, sympa. merci beaucoup. Non, je vais
rebondir sur ma chère Oui, camarade. rebondissez. L'été sera chaud en surface de la peau, car on transpire de l'eau, mais quand on transpire, il y a aussi le sébum. De quoi est composé la barrière qui protège la peau? C'est un film hydrolipidique, on l'entend souvent dans les réclames. Hein. Hydro, l'eau, lipide, le gras. Donc ce mélange de gras et d'eau, quand on transpire, etc., il capte un petit peu tout. Je vais parler de démaquillant aujourd'hui. Tout le monde va se dire, bah oui, moi je me démaquille pas, ça me concerne pas. Eh bien pas du tout, parce que ça concerne aussi ceux qui subissent la pollution. L'endroit le plus pollué, dans la capitale par exemple. Le métro. C'est le métro. Voilà. La chaleur qui collapse, les petites nanoparticules de pollution qui vont sur le visage. Je suis en scooter, je suis à vélo, pollution sur le visage. Donc ce sujet, il concerne ceux qui se maquillent, mais aussi ceux qui ne se démaquillent pas. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de pointer un petit phénomène qui est en train de se passer sur un marché cosmétique qui va pas très bien. Et oui, se laver le visage, est-ce que c'est parce qu'on est latin? C'est pas trop notre truc. Moins 8% pour ce marché, par les chiffres des instances qu'ils font. C'est pas génial. Mais quand vous dites se laver, c'est-à-dire se démaquiller? Se démaquiller, se nettoyer le visage. Donc il y a un sursaut de ceux qui cherchent, de ceux qui fabriquent des produits dans les meilleures des conditions de sécurité possibles. Et ils tentent de trouver des nouvelles offres, des nouvelles propositions. Et ce que je vous ai trouvé là, c'est 3 propositions qui sont assez étonnantes pour se nettoyer la peau. Regardez. La peau ne fait pas l'auto-nettoyage. Elle sait s'auto-hydrater, s'auto-régénérer, mais auto-nettoyage, elle est incapable. En effet, il faut vraiment un offre de maquillage très intéressant pour toutes les filles et toutes les femmes. Le maquillage a beaucoup évolué. On a des textures très légères, mais des textures très compliquées, très sophistiquées par la mode de contouring ou par justement avoir l'envie d'avoir un maquillage qui tient toute la journée et mat. Matou brillant, léger ou affirmé, quand le maquillage évolue, le démaquillage suit, avec une première chez la marque qui monte Urban Decay, un démaquillant en spray. Ce produit, c'est une huile très légère qui, justement, grâce à la technologie et la micronisation, elle sort de manière très vaporeuse. Et ça permet justement d'avoir un produit qui se pose sur la peau et permet de démaquiller très facilement après avec un coton ou les doigts et retirer toutes les matières qui sont appliquées sur la peau. Et aujourd'hui, nous avons un démaquillant juste canon qui est un stick en forme rouge à lèvres qui permet d'être encore plus précis, faciliter justement le démaquillage des lèvres. La deuxième tendance, en termes de maquillage intelligent, c'est de faciliter le geste du démaquillage avec un gant disponible notamment chez Sephora. Ce gant s'utilise seul, sans produit supplémentaire. Il peut s'employer à sec, mais le mieux est juste de l'humidifier avec un peu d'eau avant de le passer sur le visage. En quelques mouvements, les microfibres vont enlever en douceur particules de maquillage, voire traces de pollution. Ce geste ravira les peaux sensibles qui réagissent vite et redoutent le passage du coton rêche. C'est rapide, une bonne idée à emporter en voyage. Pour respecter leur peau, de plus en plus de femmes se tournent vers la cosmétique bio. Le fer de lance, Sanoflore, qui innove avec une gelée d'huile démaquillante. Cette gelée, elle est hyper nouvelle dans sa manière en fait, de s'appliquer sur la peau. C'est une gelée en sortie de tube qui va se transformer au contact de la peau et par le massage en une huile. Et enfin, avec un peu d'adjonction d'eau, ça va devenir une émulsion lactée. Donc on a une triple métamorphose qu'on appelle. Elle est aussi innovante parce qu'elle a un taux de matière grasse très importante puisque c'est ça qui est efficace sur le démaquillage. Il y a 80% d'huile d'ailanthus bio du Vercors. On a utilisé de l'eau florale de bleuet du Vercors. Et cette eau florale, on a vu qu'elle était hyper intéressante en démaquillage. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est dépolluante. Donc on ajoute en plus un bénéfice grâce au bio qu'on n'aurait pas eu forcément en formulant avec d'autres ingrédients non bio. Ce produit est symbolique parce qu'il prouve qu'on peut faire du bio aujourd'hui et pour autant être totalement innovant, puisque c'est ce premier produit triple métamorphose en pharmacie qui est apparu. Et la seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, on peut du coup séduire toutes ces femmes qui souhaitent justement passer au bio avec un produit qui est à la fois innovant, totalement authentique dans sa composition et très sensoriel. Le message, c'est que pendant des années, comme disait Annabelle, assistante de plateau, on n'a eu qu'un seul produit pour se démaquiller, etc. Là, en ce moment, j'ai un petit peu expliqué, parce que le marché a aussi intérêt à ce que ça bouge, les propositions foisonnent. Surfant pas mal sur l'huile, car sur ce marché qui va pas très bien, c'est le système d'huile qui fait des croissances à près de 90%, c'est assez incroyable, versus le lait ou l'eau micellaire. Regardez, ça c'est comme de l'huile solidifiée, on croirait que c'est un déodorant.
Et en fait, ça sert à démaquiller ma peau, ça va emporter tout. J'ai un peu forcé quand même sur le rouge à lèvres, mais je vous assure, je l'ai testé. Ça permet en voyage d'éviter les liquides. Là aussi, on essaye de raisonner intelligemment. On prend des textures en microfibres qui vont emmener les choses... qui vont emmener les choses sans eau. Et puis, on peut prendre aussi des formules plus solidifiées. Et puis, sinon, on a ces fameuses textures nouvelles d'huile, qui vont vraiment dissoudre les particules de maquillage et de pollution. Donc, bref, intéressez-vous à ce secteur, ça bouge. Et voilà, démaquillez-moi. Merci beaucoup, Laurence. Merci, vous avez tous les mais pas renseignements trop sur le vite, site de Télématin. Julia est avec nous ce matin. Bonjour, Julia, pour nous parler justement des dernières tendances beauté sur la toile. Oui, un challenge beauté sur Internet. Celui-ci, il est important d'en parler parce que vous savez qu'il y a des challenges beauté qui sont très stupides, complètement débiles, voire carrément dangereux, notamment quand on parle de poids et de maigreur. Là, c'est un défi qui met à l'honneur les cheveux afro. Et il est top parce qu'en fait, c'est un nouveau défi qui est né vraiment des réseaux sociaux et qui va mettre en valeur ces cheveux afro qu'on ne voit pas suffisamment. Alors, on va mettre sur les réseaux sociaux 4 selfies d'une même femme, mais avec des chevelures radicalement différentes. C'est vraiment la parfaite occasion de célébrer cette beauté, cette diversité des cheveux afro. Et c'est important d'en parler parce que c'est une catégorie qui est sous-représentée en termes de beauté sur la toile. Donc, allez voir, ce défi s'appelle le Black Hair Challenge. Et il y a énormément de choses à voir. Merci beaucoup. Kelly Jones pour les moins de 20 ans. Oui. Enfin, c'était bien ça. Donc on parle philo avec Olivia de Lamberterie. Oui, nous allons parler d'un philosophe qui écrit un roman et d'un dessinateur qui fait de la philo. Vous voyez, c'est de la philo d'aujourd'hui. Non, c'est 2 ouvrages vraiment géniaux. On commence par Pascal Quignard. Pascal Quignard, on le connaît parce qu'il a eu 2 très grands succès dans sa vie. D'abord, il a reçu le prix Goncourt pour Les Ombres errantes en 2002. Et puis, un de ses romans qui s'appelait Tous les matins du monde était devenu un film à très grand succès de Corneau avec Depardieu, père et fils, Marielle. Très beau film et très beau livre à l'origine. Mais c'est aussi quelqu'un vraiment de très important dans la littérature. Il a, à mon avis, il est aussi important aujourd'hui qu'un Modiano ou qu'Annie Ernaux. C'est vraiment un écrivain remarquable qui publie des livres très hybrides qui sont des mélanges de fiction, de poésie, d'aphorismes. Et moi, j'adore ces livres parce que même si c'est des livres parfois un peu complexes, vous pouvez les ouvrir à n'importe quelle page, vous lisez un petit morceau et à chaque fois, ce sont des livres qui vous donnent envie de vous tenir plus droit, qui vous rendent plus intelligent. Et puis, il y a des romans plus classiques, comme Villa Amalia, que j'adore, Les Solidarités mystérieuses, titre magnifique, vraiment, il faut encore se lever plus tôt que nous pour trouver un titre plus beau. Et ce roman-là, que j'aime beaucoup, qui fait partie donc des romans plus traditionnel, même si là encore, il y a un mélange de romans, de théâtre et de poésie. Dans ce jardin qu'on aimait. C'est un livre qui fait beaucoup penser à Tous les matins du monde. Tous les matins du monde, si vous vous rappelez, c'était l'histoire d'un musicien. Parce que Quignard est philosophe, mais est aussi musicien. Et là, c'est l'histoire vraie d'un pasteur américain, le révérend Cheney, qui habite à côté de New York, au milieu du 19e siècle, et qui est le premier compositeur à avoir noté tous les chants des oiseaux. Il a fait l'inventaire de tous les chants des oiseaux. Mais aussi, comme il était très sensible à la nature, il a aussi composé à partir de la goutte d'eau qui tombe dans l'arrosoir du robinet mal fermé. Ou alors, il a aussi fait le bruit du vent dans le corridor, le bruit du porte-manteau, avec le vent qui cogne contre la pèlerine en hiver. Il faisait des partitions. Exactement. Et il a fait des partitions qui ont, par exemple, inspiré le grand compositeur Dvorak bien après sa mort. Non, donc c'était vraiment un compositeur extravagant et en même temps un personnage bouleversant parce qu'il est marié avec une toute jeune femme qu'il va perdre à la naissance de leur fille. Elle ne va pas survivre à l'accouchement. Et cet homme se met dans le jardin de sa femme. La femme aimait beaucoup son jardin. Et il décide de ne pas faire le deuil de sa femme. Il préfère la souffrance à jamais à toute la consolation. Et puis un jour, sa fille grandit. Et puis sans doute, elle est comme le reproche vivant de la mort de sa femme. Et un jour, il la chasse. Donc, il y a un peu
de peau d'âne. Il y a un peu d'Henry James, parce que dans ce livre, il y a un fantôme, il y a le fantôme de sa femme qui va revenir. C'est absolument somptueux. Moi, vraiment, c'est très facile à lire, ça. Il ne faut pas avoir peur de Quignard. C'est magnifiquement écrit et ça me porte et ça me transporte en même temps. C'est chez Grasset. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Le titre, c'est... Et ça s'appelle « Dans ce jardin qu'on aimait », qui est aussi un très, très beau titre. Charles Berberian me porte et me transporte aussi. Petit traité de philosophie à la dérive chez Hachette. Un jour, Alexandre Lacroix, le patron de Philosophie Magazine, dont on vous parle souvent à la revue de presse, qui est vraiment une revue formidable, demande à Charles Berberian d'illustrer ses éditos sur la philo. Donc des éditos sur Sénèque, sur Platon, sur Heidegger. Et Berberian, pour cela, va imaginer un couple d'animaux, un ours et un pingouin, qui sont sur un petit bout de banquise, perdus au milieu de l'océan. Et cet ours et ce pingouin sont un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde, ou comme un couple opposé d'un ours débonnaire très très gentil et d'un pingouin qui, lui, est beaucoup plus égoïste et qui veut tout de suite. Alors évidemment, c'est nous, parce qu'en nous, il y a un peu d'ours, un peu de pingouin. C'est génial. Je crois que vous connaissez Thierry. Oui, parce que je pense qu'en fait, il faut qu'ils arrivent à se débrouiller tous les deux sur ce petit morceau de banquise. Et à chaque fois, ça donne lieu à des situations incroyables, quoi. Voilà, incroyablement drôle, incroyablement tendre et incroyablement maligne. Parce que véritablement, ça vous explique des petits bouts de la philosophie. Il y a une préface d'Alexandre Lacroix qui dit « Dans la vie, il y a les gens qui rient de leurs blagues, c'est vulgaire. Les gens qui veulent à tout prix faire rire, c'est lourd. Et les gens qui font rire presque sans s'en rendre compte, sans le vouloir, c'est Charles Berberian. C'est chez Hachette, c'est absolument formidable. Il y a un petit extrait d'une conversation entre le pingouin et l'ours. Il y a le pingouin et l'ours qui discutent, ils viennent de manger là. Il y a le pingouin qui dit à l'ours, tu vas pas me reprocher d'avoir bien mangé quand même. Et l'ours répond, non, je te reproche pas d'avoir bien mangé, je te reproche d'avoir tout mangé. Voilà, c'est un peu l'univers de Charles Berberian. Merci beaucoup, Olivia, merci beaucoup. Sébastien Gaudin. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Bon, j'ai reçu des consignes. Il faudrait que les papas s'éloignent. Oui. Parce qu'on va leur faire une petite surprise. Oui, parce que dimanche, c'est la fête des pères. Donc Karine s'adresse aux mamans ou aux enfants qui veulent cuisiner. Voilà. Et on va faire un gâteau. Oui. Voilà. Donc vous prenez des notes. C'est simple, mais ça va être super. Oui, l'idée c'est ça, c'est de mettre les mamans, les enfants derrière les fourneaux pour faire une surprise à papa. Donc jeudi, on a commencé avec de jolies brochettes, des brochettes pour papa, des brochettes personnalisées où on peut écrire Joyeuse fête papa, je t'aime, voilà, c'est ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Dans les pastèques, dans le melon, vraiment on peut, voilà, avec des fruits de saison, des petites brochettes fraîches pour personnaliser et surtout on peut le faire avec les enfants. Hier, je vous ai présenté le magret, alors c'est facile à cuire, les papas aiment bien et puis on a une petite sauce aux framboises, c'est ce qui fait toute l'originalité et aujourd'hui un petit gâteau. Un gâteau à faire avec les enfants, ils vont mettre la main à la pâte, ils vont éplucher les pommes. C'est pas un gâteau au yaourt, c'est un gâteau un peu différent. Et vous allez le voir, on va disposer les pommes sur le dessus avec un petit peu de sucre, du beurre et ça va caraméliser, croustiller. Vraiment, j'adore ce gâteau. C'est parti pour la recette du gâteau aux pommes pour papa et aux épices parce qu'on va mettre un peu d'épices, monsieur. Pas gêner. Alors, on va avoir besoin de pommes, de farine, de beurre, de cassonade, des œufs, de la levure, un petit peu d'essence de vanille, de la cannelle, du lait, du jus de citron pour pas que les pommes noircissent, du beurre et du sucre. Allez, c'est parti. On va commencer dans le robot avec nos 125 grammes de beurre tout mou et on va rajouter le sucre cassonade. On va mélanger le tout. Je me suis mis dans un robot parce que comme ça, c'est lui qui fait le boulot. Parce que là, il faut mélanger un moment. Il faut que ça blanchisse, que ça devienne crémeux, vous voyez. Et ensuite, on va rajouter les œufs un par un. Et il y a 3 œufs à rajouter de façon successive. On va ajouter la farine. Il y en a 200 grammes. Alors évidemment, avec les enfants, vous les laissez ajouter petit à petit les ingrédients. On va mettre de la levure avec tout ça, monsieur. Et puis on a parlé d'épices. Alors au début, je voulais un truc un peu viril, vous voyez, genre muscade, gingembre, girofle. Puis ça, c'est fini avec un petit peu de cannelle et de l'extrait de vanille. Voilà, finalement. T'es dans la douceur. Je me suis dit, bon, on va radoucir, on va calmer le jeu. S'il y a besoin, vous rajoutez un petit peu de lait. Vous jugez un petit peu de la texture de la pâte et c'est prêt.
Donc là, l'idée, c'est dans un moule beurré, fariné, vous allez verser votre pâte. Vous allez bien, la lisser. Et ensuite, on va préparer les pommes. Alors là aussi, les enfants peuvent mettre la main à la pâte. D'abord, ils vont lécher le bol du robot, sûr, parce que ça, c'est quand même le meilleur. La pâte crue, on n'a rien fait de mieux. Vous allez éplucher vos pommes, les couper en gros quartiers. Un petit coup de jus de citron pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Évidemment, on mélange le tout. Et puis ensuite, nous allons les disposer sur le gâteau. Là encore, les enfants peuvent le faire. Si vous n'êtes pas très à l'aise, on peut faire des petits dés, des petits cubes qu'on jette comme ça sur le dessus. Peu importe, voilà, vous faites. L'idée, c'est de faire plaisir. Donc voilà, ce sera un gâteau de toute façon fait maison. On enfourne le tout, la pâte, les pommes, 180 degrés, 40 minutes environ. Vous surveillez bien la cuisson. Vous voyez, hop, ça va se développer, gonfler. Et puis ensuite, on va récupérer notre gâteau. Et là, on va mettre un petit peu de beurre fondu et on va ajouter du sucre cassonade. C'est ce qui va faire la petite touche. Vous voyez la différence. Notre gâteau sera bien, croustillant, voilà, doré sur le dessus. Donc on enfourne le tout, on laisse 5 minutes. Et puis ensuite, on va pouvoir sortir notre gâteau, le démouler et le servir pour souhaiter une joyeuse fête à notre papa. Vous voyez on voit les grains de sucre là, surtout. Surtout le pourtour, ça c'est super bon. Et vous qui nous regardez à l'heure du petit déjeuner, c'est pas mal. Hein, croyez-moi, fête des pères ou pas, ça fait son petit effet. Je crois qu'on a un spécialiste à côté, Frédéric, qui cuisine de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Je crois. Oui. Il a l'air assez simple à faire. C'est le but du jeu. Vraiment, les 3 recettes que je vous ai proposées, c'est pour que les mamans puissent faire participer les enfants et qu'ils soient fiers d'apporter les recettes pour la fête des papas. Vous privilégiez un type de pomme particulier? Les golden, c'est parfait. Golden. Faisons simple, efficace. Merci beaucoup, Karine. Julia, il semblerait que la guerre soit définitivement déclarée entre Donald Trump et Michael Moore. Oui, exactement. Puis alors, Michael Moore n'en est pas à son coup d'essai. Le cinéaste et militant continue son combat contre le président. Il a carrément créé un site de lanceurs d'alerte, mais de lanceurs d'alerte uniquement concernant Trump. On savait déjà qu'il avait créé des choses dans cette voie. Il avait commencé un documentaire qui est à charge envers Trump. Il a monté une pièce de théâtre sur Trump. Et là, il encourage l'envoi de documents écrits, de documents audio, vidéo. Ça s'appelle le Trumpilix. C'est un tout nouveau site qu'il a créé pour, je cite, toute personne ayant connaissance de crimes, mensonges ou comportements illégaux commis par M. Donald Trump et ses associés. Vous êtes priés de les faire parvenir sur Trumpilix. Voyez, ambiance. Hein. Ah oui. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Julia.